Bonjour, dans notre vidéo aujourd'hui, nous allons avoir une lecture critique des outils de planification, de la planification telle qu'elle se pratique aujourd'hui dans les villes africaines. Alors, cette planification telle qu'elle se pratique, elle est décrite, et cette lecture critique est décrite dans l'ouvrage que vous trouvez ici, La ville ouest africaine, qui existe à la fois en français et dans sa version anglaise. Un petit rappel des différents types de planification, des différents outils. Nous allons voir sous forme d'un tableau avec un curseur qui peut aller depuis l'usage des sols jusqu'au territoire et depuis les questions de programmation jusqu'à la stratégie. Alors si on a clairement un plan d'occupation des sols, on serait ici, et ce qui est plan directeur vient plutôt de ce côté-là. L'ancien type de plan, ils sont plus programmatiques, on est ici, et on se dirige vers le stratégique aujourd'hui. Donc si je veux une planification classique, un SDO serait plutôt quelque part par ici, et une planification urbaine stratégique telle qu'on la conçoit aujourd'hui dans les grandes agences et à la Banque mondiale, on serait plutôt ici. Donc on fait un passage du programmatique à l'usage des sols à une question territoriale et stratégique. Voilà, c'est un petit rappel sur ce que l'on a déjà vu. Tout ça pour dire que faut faire attention aux extrêmes comme toujours. Si on se situe dans ces choses-là, ou si on se situe par ici, on se rend compte aisément qu'on est forcément sur du stratégique et du territorial, mais qu'on s'éloigne sans doute beaucoup trop des questions programmatiques. Et l'outil doit quand même être utilisable aussi comme carnet de route pour la planification au quotidien, pour la gestion urbaine au quotidien. Ce n'est pas juste un document stratégique déconnecté de son territoire, de l'usage des sols et des projets qui seraient en cours et à venir. C'est véritablement un outil qui doit être pragmatique, que l'on doit pouvoir utiliser au quotidien. Donc, au-delà d'une zone peut-être ici, il devient tout à fait dangereux d'aller ailleurs et on obtient des documents qui sont inutilisables pour une gestion quotidienne. Alors, en guise de rappel, à quoi sert la planification? Pourquoi planifier? Planifier, ça permet déjà de mettre en œuvre les principes du développement durable, c'est important aujourd'hui. Planifier, ça permet aussi d'avoir une vision sur le moyen et le long terme. Très court terme, on est plutôt sur les questions de gestion que de planification. Sur le moyen et le long terme, c'est effectivement les temporalités d'une planification. Planifier permet d'organiser rationnellement les ressources. Ça permet également d'articuler entre une demande grandissante, nombre d'habitants grandissant, et une protection du patrimoine ou protection des terrains vierges, protection de la nature. Enfin, donc c'est des choses très classiques que nous avons déjà vues plusieurs fois dans notre cours, mais la planification doit donner le socle à une activité économique. Donc elle doit permettre à l'activité économique de se développer. Nous prenons à partir de maintenant strictement le dernier chapitre du livre et nous allons brosser un rapide portrait de villes africaines qui ont un certain nombre de similitudes. Alors nous revendiquons le pluriel, c'est les villes africaines, elles sont nombreuses. Cependant, on a, lorsque l'on analyse un grand nombre de villes, un certain nombre de caractéristiques que l'on retrouve. La première, dans la fondation coloniale des villes, est la question de la ségrégation. Prenons l'exemple d'Abidjan, on voit que le tissu urbain du plateau et le tissu urbain de l'autre côté de la lagune sont clairement très différents puisqu'on a un maillage qui n'est pas du tout à la même échelle. Idem à Dakar, où on a entre cette zone-là et cette zone-là beaucoup plus dense, une zone ici qui était une zone tampon avec notamment des grandes avenues. C'est bien la ville coloniale qui s'est formée sur le même principe, qui est un principe de ségrégation des populations.
population indigène versus population européenne, population administrative versus les travailleurs, les riches versus les pauvres. On se retrouve dans ce schéma et il est intéressant de voir dans une ville comme Nouakchott, qui est une ville nouvelle, puisque la première pierre a été posée en 1958, donc c'est récent, de voir que 2 ans avant les indépendances, on utilise le même schéma de base qui est un schéma ségrégatif. Donc la ville africaine est une ville d'apartheid par définition. Selon les époques, selon les pays, cette séparation entre les populations a été plus ou moins grande, plus ou moins forte, plus ou moins lâche, ça dépend. Il y a des contextes extrêmement différents, mais en principe, on avait les populations indigènes et les populations européennes, ou les élites et les populations les plus pauvres. Ensuite, deuxième similitude, des pauvres avec les mêmes stratégies d'implantation. Il y a 2 stratégies. On voit que les plus pauvres, donc les bidonvilles, une fois formés, sont en principe proches des zones d'emploi, première stratégie d'implantation, ou alors sont dans les dents creuses, dans les recoins, dans les talus, dans tout ce que la ville produit comme terrain inconstructible, qui n'appartiennent de fait à personne, et c'est dans ces interstices que les populations les plus pauvres s'immiscent. C'est pour ça qu'en cas de problème, en cas d'éboulement, c'est forcément ces mêmes populations les plus vulnérables, les plus pauvres, qui sont les principales touchées, puisqu'elles sont en principe généralement sur des terrains impropres à la construction. On a aussi comme similitude les mêmes développeurs. Ce sont les mêmes bureaux, les mêmes penseurs, les mêmes personnes qui font les plans d'urbanisme de Nouakchott à Djibouti, de Dakar à Djibouti, dirons-nous, de Ouagadougou à Harare. Il y a des grandes compagnies qui s'occupent de ça, et on retrouve finalement les mêmes développeurs, les mêmes faiseurs de villes un peu partout. On ne met pas de jugement de valeur là-dessus, on explique juste que ça explique pourquoi on retrouve aussi des outils qui sont extrêmement similaires dans la totalité des villes africaines. Et ceci est renforcé, bien évidemment, par le fait qu'on a les mêmes bailleurs de fonds à peu près partout, les quelques grands bailleurs de fonds, qui ont un rôle non négligeable sur la manière dont on va faire la ville et sur les outils qu'on va mettre en place pour planifier cette ville. Donc même si en général le bailleur joue le jeu d'être très en retrait, on se rend compte au quotidien, lorsque l'on fait les choses, que le bailleur est extrêmement présent sur les questions techniques également. Et il y a des schémas, des modèles que le bailleur applique, et c'est pour ça aussi qu'on retrouve un certain nombre de similitudes dans l'ensemble des villes africaines. Alors on a des villes presque identiques, avec des problèmes identiques. Et le problème majeur, aujourd'hui, le grand problème, celui aussi sur lequel on a le plus écrit, c'est la question foncière. La question foncière est différente dans chacun des pays. Dans chacune des villes. On a dans certains pays des problèmes de vente trop importante de l'État d'un certain nombre de parcelles. Les parcelles trop nombreuses étant mises sur le marché, on a des effets de spéculation et d'appropriation par un petit groupe d'un certain nombre de parcelles. On a dans d'autres villes, citons le cas d'écoles de Douala, notamment les questions entre les coutumiers et les propriétaires actuels, et l'État qui est propriétaire de fait de la plupart des terrains. Il y a un jeu entre État et coutumier dans certaines villes. Mais dans toutes les villes que vous traverserez, dans tous les plans d'urbanisme que vous essaierez de faire, il y aura un problème principal qui est la question foncière. On la voit là, question foncière non réglée, puisqu'on est sur un bidonville, on voit que l'implantation des gens fait que ces gens se sont implantés là, ont squatté le sol, et qu'ensuite on est venu ouvrir des voiries à l'intérieur de ce champ de baraques. Donc ça, c'est le premier élément, le foncier. Le second élément, la question environnementale. On montre un exemple ici avec des déchets. On voit au premier plan des jeunes qui sont en train de s'occuper
du poisson, de préparer le poisson, de le couper, d'enlever les têtes pour les clients. Et puis, tout ça se fait sur des poubelles, ce qui fait qu'on est sur des questions environnementales extrêmement prégnantes dans certaines villes. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Les questions environnementales, c'est aussi les écosystèmes, c'est aussi les pollutions de l'air, c'est aussi les pollutions des sols, de l'eau. Donc, on peut aller dans beaucoup de domaines, mais on voit que c'est, dans tous les cas, le parent faible en Afrique, c'est bien l'environnement. Et c'est là-dessus peut-être qu'il faudra agir les prochaines années pour que cette situation change de manière radicale. Autre problème, la circulation. Circulation difficile, une mobilité difficile dans l'ensemble des villes africaines. Alors là, on a une gare de taxi à Abidjan, c'est encore peu dense, donc on voit que les choses se passent relativement bien. Ça, c'est quand tout va bien, mais il y a d'autres moments où on est sur des congestions pendant des heures et des heures au centre des villes. Donc la difficulté de bouger, la difficulté de circuler est extrêmement importante aujourd'hui. Enfin, dernier problème, qui n'est pas un problème en soi, qui certes met les gens dans des difficultés, mais qui ne devrait pas être vu au même niveau qu'une circulation trop dense, c'est la question de la pauvreté. Alors, il faut avoir une vision positive de cette pauvreté, autrement on n'arrive pas à construire quelque chose, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit lorsque l'on planifie. Il faut savoir pour qui on planifie. Et la pauvreté, c'est une question majeure pour la grande partie des habitants des villes africaines. La grande majorité même. Donc c'est quelque chose d'extrêmement présent au quotidien dans les familles, et c'est quelque chose qu'il faut prendre globalement lorsque l'on traite de planification urbaine. Voilà les conditions de vie dans un quartier précaire. Et du coup, c'est un point commun, le dernier de notre série, à l'ensemble des villes africaines. Quelles sont les limites maintenant de ces plans ? Première, c'est on continue à travailler par extension et par ségrégation. Depuis que l'on a posé les premières pierres des villes, des grandes capitales africaines, on continue le même schéma ségrégatif. Et on continue de la même manière à continuer la ville, à la produire par extension successive, par lotissement successif. Donc la planification n'a jamais réussi à infléchir la question de la ségrégation, qui continue décennie après décennie à être strictement la même, tout comme elle n'a jamais réussi à changer la question de l'extension qui se fait au fur et à mesure par les lotissements. Deuxième grande limite, et pas des moindres, c'est que l'urbanisation n'a pas de coût. À la lecture de l'ensemble des plans et schémas directeurs, aujourd'hui, on se rend compte que la question des coûts de l'urbanisation n'est simplement pas traitée. Ça, c'est une des grandes limites du système, puisque si on ne met pas des chiffres en regard des actions qu'on va mener, on ne sait pas si on aura les moyens ou non de les mener, ces actions. Donc c'est vraiment capital de mettre des chiffres et de donner un coût à ces différents types d'urbanisation qu'on est en train de mettre en place. Autre limite, c'est qu'on a parlé tout à l'heure d'un point commun entre les villes qui était la pauvreté. On se rend compte que les documents d'urbanisme ne parlent jamais de pauvreté. On fait comme si la pauvreté n'existait pas. Ce n'est pas un élément spécifique de la ville ni de la planification. Quand la pauvreté est citée, c'est dans la partie diagnostic des plans, puis ensuite on oublie que les villes sont composées d'une majorité, d'une très grande majorité de personnes extrêmement pauvres. Autre élément qui limite la portée de nos plans, c'est que pour faire de la planification, on a inventé ce que j'appelle l'homme moyen. L'homme moyen, c'est un homme qui travaille, qui a une famille, qui a un véhicule, qui a une petite maison quelque part en banlieue d'une ville. C'est la famille type américaine sans doute, mais cet homme moyen, quand on regarde les statistiques en Afrique, il n'existe tout simplement pas. Les taux de motorisation nous montrent bien que l'homme classique l'homme de la rue n'a pas aujourd'hui de véhicule. Alors que toute la planification est faite pour cet homme moyen, qui est un fantasme peut-être d'une classe moyenne qui n'existe pas, ou qui existe très peu,
Et c'est pour lui qu'on planifie. C'est pour lui qu'on fait des routes, puisqu'il a un véhicule, alors que dans la réalité, cet homme-là n'existe pas. Il n'a, en tout cas s'il existe, pas de véhicule. Donc ça, c'est extrêmement limitatif sur la portée, c'est-à-dire qu'on ne planifie pas pour les gens, pour les habitants de la ville, on planifie pour l'image d'un homme qu'on a qui n'existe pas. Élément suivant, c'est le lien entre la gestion et la planification qui n'existe absolument pas. La planification n'est utile que si elle donne des pistes à la gestion urbaine, que si les deux choses sont articulées les unes avec les autres. Extrêmement important parce que ce qu'on planifie aujourd'hui, on va devoir le gérer demain. Donc on ne peut pas imaginer une déconnexion. Or, aujourd'hui, il y a d'un côté les gestionnaires de ville et de l'autre côté les planificateurs. Et ce ne sont pas les mêmes. Ce qui veut dire que tout pendant qu'on n'intègre pas ces deux données dans un même plan, dans une même manière de concevoir le futur des villes, on n'arrivera strictement à rien, puisque on aura d'un côté les planificateurs qui auront donné l'image d'une ville dans 10 ans, dans 20 ans, et puis finalement les gestionnaires en bout de course qui devront gérer ces choses-là, alors que ça n'entre absolument pas dans leur plan de gestion à moyen ou à long terme. Voilà, donc c'est la conclusion du livre que je vous ai montré en début de vidéo, en début de parcours. C'est la question d'une autre planification. On voit qu'il y a un certain nombre de limites. On a des problèmes identiques, on a des villes assez similaires, on a des limites à ces plans. Et puis, maintenant, il faut savoir ce qu'on va faire pour quand même planifier. Et ce que nous proposons, c'est une planification auto-organisatrice centrée sur les personnes. Je ne vais pas m'étendre, simplement qu'il y a là derrière l'idée que toutes les pratiques sociales, les pratiques foncières, les pratiques qu'on a, le rapport qu'on a à l'environnement, toutes les pratiques sociales doivent être intégrées dans la réflexion sur l'outil de planification. On a une déconnexion entre la pratique des gens au quotidien et la planification urbaine. Il y a deux solutions. Soit on a le discours qui est faux, soit on a nos pratiques qui sont fausses. Mais le discours, ce que l'on dit vouloir faire et ce que l'on fait, sont deux choses totalement différentes. Donc, soit on change le discours et on le colle à notre pratique, soit on change notre pratique pour qu'elle colle à notre discours. On est aujourd'hui dans une situation où la pratique est tellement importante qu'il est difficile d'en changer. Et ce que nous proposons ici, c'est d'adapter partiellement, en tout cas au début, le discours sur l'informalité, sur la question foncière. Rien ne sert de vouloir à tout prix formaliser l'informel si on se rend compte que la majorité, que la totalité des gens, dans leur rapport au quotidien, dans leur pratique sociale au quotidien, sont dans l'informel. Ça ne sert à rien de vouloir s'attaquer à des choses qu'on ne pourra pas changer. Ce n'est pas les plans d'urbanisme qui vont changer des pratiques ancestrales. Alors, on doit maintenant réadapter notre discours en fonction de ça, repartir des pratiques, regarder ce que les gens font, comment ils le font, et réinterroger les outils d'urbanisme en fonction de ces pratiques sociales. Ce n'est pas de la participation, ce n'est pas un processus de décision entre tous, mais c'est bien de pouvoir intégrer ces pratiques, la pratique du propriétaire de terrain, la pratique des élites politiques, d'autres pratiques, et de les intégrer directement dans les outils de planification. Autrement, ça ne sert strictement à rien. Si vous faites une planification sans même poser la question foncière et sans essayer d'amener un élément de réponse, on sait déjà que votre planification ne servira strictement à rien. Voilà, en quelques mots, rapidement brossé. Je vous renvoie au livre. Vous trouverez dans les conclusions l'ensemble des choses qui ont été dites et quelques éléments, bien sûr, supplémentaires. Ces éléments, nous n'avions simplement pas le temps de les aborder tous ici dans le temps qui était imparti pour cette vidéo.